Allez, on est parti directement pour le débrief de mon Store Showdown. C'est quoi les Store Showdown? C'est des tournois qui arrivent à mi-saison sur Star Wars Unlimited. C'est un peu comme les Championship Sets de l'Orcana et qui te permettent, entre guillemets, de remporter des prix, notamment des cartes estampillées, champion, finaliste, top 4, top 8. Donc c'est un tournoi avec un top obligatoire pour tenter de remporter ces cartes-là. On va dire que c'est la première phase compétitive en dehors des tournois locaux du jeu. Après ça, tu peux participer au ProQuest et puis ensuite il y a les Galaxy Tours. Donc, c'est les Planetary Qualifiers, les ProQuest, pardon. C'est pas des ProQuest, c'est des Planetary Qualifiers. Donc, c'est le premier point d'entrée dans le compétitif de Star Wars Unlimited. Comme vous le savez, je vous ai un petit peu partagé mon aventure sur mon aventure compétitive, entre guillemets. C'est du compétitif local, mais voilà, en essayant de me déplacer, de jouer, de faire des tournois sur Star Wars Unlimited. Je vous ai fait un premier débrief de ma première victoire sur mon premier tournoi Star Wars après le 7-4. J'ai donc participé dimanche dernier au Store Showdown de ma ville. Donc ça a attiré donc la commu locale toulonnaise et aussi des Marseillais qui étaient venus. Bah voilà, c'est le genre de tournoi qui attire quand même un peu plus de personnes parce qu'il y a de l'enjeu et de la compétition. J'ai décidé de rester sur le même deck qu'habituellement parce que faisant plein de TCG, j'ai pas trop le loisir de changer de deck parmi les différentes licences multi-TCG. Il faut savoir qu'entre Star Wars, One Piece, Magic, Lorcana, c'est pas toujours évident de compétir, en tout cas d'avoir un niveau de jeu qui te permet de bien jouer, pas juste de pousser les cartes, mais de bien jouer sur le jeu. J'ai quand même donné pas mal d'heures à Star Wars pour réussir à faire quelque chose de convenable. Donc je suis reparti sur Han Solo jaune, quand bien même la méta post-ban lui était pas la plus favorable du monde. Les gens avaient tendance plutôt maintenant à partir sur Han vert, mais je me suis dit, est-ce que tu switches sur Han vert juste avant le tournoi et donc du coup perdre le sample, le volume de game que tu as fait avec Han jaune, ou est-ce que tu restes avec un deck qui est visiblement un peu moins présent dans le méta, mais que tu sais, que tu maîtrises et avec lesquels tu connais tes différents match-ups? J'ai décidé justement de miser sur la régularité et l'expérience plutôt que sur vraiment spécifiquement prendre une liste du méta et ne pas avoir le temps d'avoir un certain échantillon dessus. Donc on était parti dimanche matin au Store Showdown de Toulon. Cette vidéo est sponsorisée par La Belle Carte. La Belle Carte, c'est notre boutique en ligne de vente de TCG. Vous pouvez retrouver tous vos produits Star Wars Unlimited, notamment le chapitre 4, directement sur la boutique. Je vous montre ici directement dans la catégorie Star Wars. Tout Star Wars Unlimited, on a les petits jetons acryliques qui sont si recherchés. On a pu vous reproposer un petit peu de chapitre 3 et on a du set numéro 4. Il nous reste encore quelques boosters carbonite. Vous pouvez donc du coup aller faire un tour sur le site et ensuite vous avez aussi directement les catégories. Si jamais vous voulez que les decks, par exemple, vous avez la catégorie des decks. N'hésitez pas, ça nous soutient et vous avez le code VALEPL 2025 pour 5% de réduction sur votre première commande pendant toute l'année 2025, bien évidemment. On vous tient au courant prochainement pour les précommandes du set numéro 5, la légende de la force. Le lien de la boutique est en description et gros big up à GameGenic qui est notre partenaire accessoire pour l'année 2025. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous repartager ma liste, mais cette fois très rapidement parce que j'ai déjà détaillé tous mes choix, le but de chacune des cartes sur la dernière vidéo débrief que vous pourrez retrouver sur la chaîne Multi-TCG. Là, l'idée, c'est pas vous faire une deck tech, mais plutôt de vous montrer seulement les cartes de mon deck. Et je préciserai quels sont les nouveaux ajouts que j'ai mis dans le deck pour ce tournoi-là. Ok ? Alors là, on est parti, on commence avec 3 L3 37, qui est le seul drop 2 du deck. On veut beaucoup de drop 3 pour faire la sortie euh, tour 1, un drop 3, tour 2, un drop 3. Parfois, on a L3 37 qui nous permet de faire tour 1, un drop 2 et tour 2, un drop 4. Donc en fait, tu joues toujours en 3 et 3 ou en 2 et 4. Si tu veux jouer en 3 et 4 avec l'accélération du leader, dans ce cas-là, tu vas vraiment vider ta main et tu vas perdre beaucoup de ressources. C'est toujours compliqué. Bref, j'ai enlevé les autres 2 boucliers et je suis resté seulement sur L337 pour maximiser la chance de faire une doublette de drop 3 sur les 2 premiers tours. Ensuite, tous les drop 3 que j'ai joués, c'est l'ami Body Rook, l'ami Tech, l'ami Ezra, qui est une des meilleures cartes du jeu, franchement. Elle m'a toujours été hyper utile. Vraiment très très forte cette carte-là, plutôt sympathique quoi. L'ami Esclave Libéré, et vous avez, je vous les montrerai à la fin, les différents Faucons Millennium que eux je réserve pour les unités spatiales qui, elles, vous seront présentées tout à l'heure. Donc c'est un gros nombre de drop 3 pour être à peu près sûr, même au Mulligan, d'en avoir une certaine quantité en main de départ. Voilà. Ici 3 Kira,
une Ahsoka Tano. Pour l'instant, jusque-là, tout est à peu près classique par rapport à la decklist que je vous ai déjà présentée. 3 videurs. La nouveauté, c'est 2 Mandalorians. Alors, les Mandaloriens, quand vous affrontez des decks terrestres, notamment des decks comme Sabine, qui vont vraiment essayer de prendre le pas sur le terrestre pour essayer de kill la partie avant vous, c'est vraiment une race contre Sabine, hein. Bah, le Mandalorien, ça agit un peu comme un Cunning, parce que ça permet vraiment de temporiser, d'incliner 2 unités. Si vous êtes capable, à un moment un peu clutch de la partie, de prendre l'initiative, eh bien, si vous développez un Mandalorien, c'est beaucoup de points de vie économisés sur votre base. Et en plus, derrière, c'est un attaquant tout à fait décent qui est 5-6, donc plutôt cool ce Mandalorien. Je suis content de l'avoir entré. Une Zoribilis classique, 2 Enfys Nest et 2 Han Solo. Pour les unités terrestres, là, pour le coup, il n'y a pas de changement. Les 3 Faucons Millennium, la classico, et un Faucon Millennium un peu plus épais celui-ci pour aller embusquer des unités spatiales au besoin, et surtout une carte qu'on peut rejouer de nos ressources grâce à la contrebande. Ça apparaît pas de nouveauté, je suis pas du tout parti sur une liste Han Solo avec beaucoup de spatial. Je me dis mon plan, si mon oppo il prend le spatial, je prends le terrestre, et à ce petit jeu-là, je vais quand même gagner la course parce que j'ai la chance d'avoir des Cunning dans mon jeu. Ça m'a plutôt bien réussi, donc je suis content. Ici, 3 blasters, la classique. 3 guet-apens, la classique. 3 attaques surprises, la classique. J'ai l'impression de faire une deck tech Yu-Gi-Oh! La plupart du temps, quand vous regardez sur internet une deck tech Yu-Gi-Oh! Les mecs présentent leur deck et ils vous montrent 3 cartes. Ils disent bon, voilà, ces 3 cartes là, tu connais. Ah non, je connais pas poulet la plupart du temps. Je regarde la deck tech parce que je veux découvrir le principe des cartes. Cela dit, là, moi, je me permets de faire ça parce que j'ai détaillé chaque carte dans une deck tech précédente. Voilà, vous savez, si jamais vous voulez un peu plus d'expertise sur chacune des cartes, c'est dans le débrief qui est sorti précédemment. Nouvelle carte que j'ai implémentée au deck, la nouvelle aventure, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 6 ou moins, puis son propriétaire peut la jouer gratuitement. Cette carte-là, en gros, quand j'ai regardé des petites deck tech pour mettre à jour mon deck avant le Store Showdown, j'ai vu beaucoup de listes de Han Solo jaune. Pourquoi j'ai pas le focus qui se fait? S'il te plaît. En te remerciant, la caméra? Tu peux ou pas? Voilà. J'ai regardé beaucoup de listes de Han Solo jaune pour regarder un petit peu quels étaient les ajouts, les améliorations, les anticipations de méta qui pouvaient être structurantes des dernières decklists. Et j'ai vu que les gens jouaient une nouvelle aventure. Et j'ai fait vraiment un truc qu'il ne faut pas faire chez vous, genre jamais. J'ai pris ces 2 cartes dans mon classeur, je les ai mis dans mon deck en y trouvant 2 places, en retirant des cartes que j'avais pas trop aimées sur le dernier tournoi. Et le matin du Store Showdown, je suis arrivé vers mon pote David qui me conseille, en gros, qui m'apprend un peu à jouer à Star Wars Unlimited. Et je lui ai discrètement dit dans l'oreille en screen en mode ça sert à quoi une nouvelle aventure? Genre, parce que j'ai mis ça dans mon deck et j'avais aucune idée du pourquoi, du comment les gens jouaient ça, quoi. Et il m'a dit bah je sais pas pourquoi tu joues ça, je pense que c'est nul. Et j'étais en mode ah super, bon bah écoute, j'aurais 2 cartes nulles dans mon deck au tournoi. Dans l'application, en termes d'utilité, je m'en suis surtout servi pour reproc des effets d'arrivée en jeu de mes propres cartes, ce qui est un peu corner, mais ce qui a pu être utile 1 à 2 fois dans le tournoi. Mais ça a servi aussi, par contre, à renvoyer des unités adverses dans la main de leur propriétaire, et donc de détruire les différentes améliorations qu'elles pouvaient avoir dessus. Donc c'est presque 1 pour 2 anti-améliorations, auquel cas ça en fait effectivement pas une carte super. Donc c'est un peu une espèce d'anti-amélioration versatile qui permet de reproc tes ETB. Spoiler, ce sera pas dans mon deck la prochaine fois. Une embrouille, j'ai passé les autres en side, j'en avais beaucoup main deck la dernière fois. 2 étincelles de rébellion au cas où il y a trop de deck contrôle, et puis toujours les 3 Cunning, qui fait que même si les gens sont passés sur Anver, je trouve que Cunning est une carte tellement forte dans le méta. Si tu es capable de la timer correctement, de trouver tes fenêtres, ça reste la meilleure carte du jeu, je pense, en tout cas celle qui génère le plus de mathématiques sur un board qui est capable de l'encadrer, parce que tu peux te faire contre Cunning, tu peux te faire attraper ton Cunning, voilà, c'est quand même une carte qui est à double tranchant, mais quand elle résout au maximum de sa puissance et qu'elle accomplit ce qu'elle doit accomplir, la carte fait gagner, quoi. Donc je pense que je disais à un de mes oppos, chaque Cunning dans la game, chaque Cunning résolu à son maximum, m'octroie probablement entre 10 et 15% de win rate supplémentaire dans une partie. Donc ok, les gens jouent Anver, peut-être qu'ils ont raison, hein. Mais les gars, pas Cunning, c'est très dur, je trouve. Voilà, très très compliqué. Il faut avoir de très bons arguments à côté.
Évidemment, je ne vous ai pas montré le leader, je vous ai montré la tour de l'administrateur, qui sont donc du coup les deux cartes autour desquelles mon plan de jeu allait s'effectuer. Maintenant que vous avez vu le nouveau deck avec les différentes améliorations, je vous montre très rapidement le side sans rentrer en détail. Les deux embrouilles supplémentaires, une Fistnet supplémentaire, un Radiant 7 parce que je ne savais pas quoi mettre en 10e slot, un Spark of Rebellion pour venir faire le 3e exemplaire, une impulsion électromagnétique s'il y avait beaucoup d'unités spatiales, 2 intrusions pour passer les sentinelles et 2 réquisitionner pour justement, encore une fois, être un peu adapté face au deck qui allait prendre le spatial, quoi. Maintenant, vu que d'habitude je fais tous mes débriefs le lendemain du tournoi et que là le tournoi c'était il y a quasiment une semaine, je vais quand même reprendre rapidement les résultats que j'ai partagés sur Twitter. Je fais tous mes débriefs sans prendre aucune note, toujours à la mémoire. Donc peut-être que ce débrief-là sera moins clair et clean que les précédents, mais je vais essayer quand même de vous partager le contenu, en tout cas au moins le contenu du tournoi, si ce n'est d'avoir un contenu, si je ne suis pas capable de retranscrire le contenu très clair des games, quoi. Donc première ronde, je joue contre Piet Colossus. Piet Colossus, c'est un deck un peu contrôle, rampe surtout, qui veut essayer avec la base Colossus qui a 35 points de vie, et bien d'aller vraiment en late game pour jouer des vaisseaux spatiaux immenses, genre des vaisseaux capitaux. Donc c'est des énormes destroyers, des cartes qui quand elles arrivent en jeu vont proquer des effets de destruction, des trucs qui coûtent 10, 9, 11 mana. Et qui, forcément, si on laisse l'adversaire aller jusqu'à ce stade de la game, on va avoir beaucoup de mal à gagner la partie. Je gagne cette première ronde 2-0. C'est plutôt facile pour moi de prendre le lead sur le board, notamment de par le fait que mon adversaire joue beaucoup en spatial et donc m'abandonne totalement le terrestre. Et quand tu abandonnes le terrestre à Anne, c'est un deck qui tape vite, qui tape fort. Donc juste en adoptant un plan de jeu hyper tempo, c'est-à-dire développer des unités, taper et remettre à plus tard ce que fait l'oppo, quand bien même le plus tard sera favorable à Piet, j'espère avoir tué avant, et le plan de jeu a fonctionné euh, tout à fait comme je l'attendais. C'est-à-dire que j'ai mis assez de points de dégâts pour que lorsqu'ils jouent les premiers vaisseaux, j'ai juste à les renvoyer dans la main, quand bien même ils reproquent leur effet d'arrivée en jeu, quand bien même ça me fait sacrifier des unités. Dans tous les cas, je peux taper base et les points de vie étant tellement bas au moment de la stabilisation de la game qu'on finit par l'emporter assez facilement. Donc 2-0 contre Piet Colossus en ronde 1. Ronde 2, je tombe contre Sabine ECL, donc le meilleur deck du format, en tout cas le deck le plus attendu, le plus joué et qui a le meilleur pourcentage de win rate du méta au global. Donc c'est un deck rouge avec une base verte, une base à 25 points de vie pour proc un effet d'embuscade sur une de tes unités. C'est hyper fort, notamment avec Vreaker, avec Podamron. Je gagne 2-1 sur cette game-là. Je crois que je perds la première, ce qui me met évidemment dans une situation assez complexe, parce que ça veut dire que je dois débreak et gagner les deux autres après side. En plus, contre Sabine, en fait, le match-up de Anne contre Sabine, il est relativement correct, surtout en Anne jaune. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de side. Moi, j'ai plus sidé contre contrôle que contre aggro. Donc je crois que je rentre 2 cartes quand mon oppo, lui, il a le loisir d'en rentrer quand même pas mal des cartes. Mais ça se passe bien. Encore une fois, Sabine, c'est pareil, tu dois faire la course. Tu dois faire la course et quand tu fais la course, si jamais tu arrives à résoudre tes cunning, tu vas gagner la partie. Cela dit, pour résoudre tes cunning, ça demande de 1. Trouver un tempo et un créneau pour reprendre l'initiative, ce qui du coup se fait au détriment de rentrer des dégâts ou d'amener une gestion. Mais il faut trouver, la clé de la victoire contre Sabine, c'est à quel moment tu turn the corner, tu reprends la tempo, tu décides de ne pas laisser l'initiative et qu'est-ce que ça te contraint dans la game de reprendre cette initiative-là à ce moment-là. Donc tu décides pas de la laisser, pardon, de la prendre. Et il faut que en prenant cette initiative, tu aies forcément la capacité de rentrer beaucoup de dégâts et de résoudre notamment un cunning qui aura pas de contre-coup. Le contre-coup, c'est de venir te faire trade la carte sur laquelle tu aurais mis le plus 4, plus 0, ou de te faire, je sais pas, gérer l'unité que t'aurais, avec laquelle tu aurais voulu taper. Si tu arrives à trouver ce point d'équilibre que globalement à peu près toutes les parties te proposent, mais il faut trouver le timing, la fenêtre dans laquelle c'est, eh bien dans ce cas-là, tu vas bien t'en sortir contre Sabine. Et encore une fois, le match-up est de plus en plus favorable au fur et à mesure que tu trouves tes cunning dans la partie. Donc j'arrive à gagner les 2 autres games après side en trouvant des cunning et en trouvant le fameux petit switch
qui me permet de clore la game avant que Sabine la clôt, hein, parce que c'est vraiment une course. Hein. Sabine, de son côté, même si parfois ça trade tes unités, ça tape, et ça tape fort. Round 3, je retombe contre un Piet, mais cette fois-ci qui joue pas Colossus base contrôle, mais Piet vert base agressive. L'idée c'est de générer beaucoup de body sur le board, de swarmer le board avec plein de petits vaisseaux. Pareil, c'est un deck qui abandonne quasiment la phase terrestre pour maximiser sur la phase spatiale, ce qui veut dire que du coup on n'a pas trop de trade de board, on est plutôt sur une course, sauf qu'encore une fois quand tu laisses Anne faire la course, ça se passe plutôt bien pour lui, donc je remporte ce match 2-0 pas trop difficilement. Le deck m'a quand même un peu fait suer parce que je le connaissais pas. Je m'attendais plutôt à des decks pieds de contrôle avec des gros vaisseaux. Là, le fait qu'il soit capable de générer beaucoup de body euh, et donc du coup de faire la course avec des effets assez puissants, je savais pas trop comment sider en game 2. Ça s'est bien passé sur la game 2. J'aurais pu vraiment mal sider ou pas comprendre ce que faisait mon adversaire et du coup devoir jouer une game 3. J'ai eu de la chance, c'est passé. Et là, round 4, j'affronte donc du coup le seul autre joueur qui est à 3-0, qui est un jeune qui vient de Marseille, dont je sais qu'il joue très bien parce que les joueurs que je côtoie toulonnais m'ont dit qu'il était très fort. Il était venu jouer avec son père, et d'ailleurs deux personnes très sympathiques. Et donc je sais qu'il est très fort, et je sais qu'il joue Anvers, et je sais que du coup il a le match-up. Donc j'apprends pas cette 4e ronde sous les meilleurs auspices. Je ne saurais pas dire quel âge il avait, je dirais 15 ou 16 ans, mais il était plutôt jeune pour jouer à un TCG compétitif. Nous, on est plutôt habitués à jouer entre trentenaires pour le coup. Donc il joue Anvers, il est à 3-0, il a le match-up. Et je fais un truc un peu bizarre. En gros, je ne sais pas exactement à quoi ressemble le match-up, si ce n'est que je sais qu'il est censé être défavorable pour moi, parce que là, les rusés auront moins d'impact que le late game que propose Anvers. Et je me dis, peut-être que mon seul plan de jeu, c'est de l'empêcher de ramper, parce que le vert lui apporte de la rampe. Déjà que le leader rampe, et bien dans ce cas-là, tu peux ramper avec tes cartes et avec ton leader, ce qui permet très rapidement de jouer des cartes assez puissantes. Et je me dis, je vais le laisser commencer, je vais lui donner l'initiative quand bien même j'ai gagné le dé, parce que c'est une opportunité pour moi de faire un Spark of Rebellion et d'enlever son réapprovisionnement du tour 1. Parce qu'en gros, Anvers, il a la possibilité de faire tour 1, j'accélère d'une ressource en plus avec une carte de ma main, et pour 3, je jouerai approvisionnement, j'ai une 4e ressource. Et toi, quand tu es à 2 ressources alors que ton oppo il commence à 4, tu te dis ok, cette game elle va être compliquée quoi. Et je me suis dit, si je lui laisse l'initiative, il y a peut-être un monde où il fait tour 1, je ressource, je pose ma 3e carte, et moi je lui fais Spark of Rebellion, je regarde ta main, je t'enlève réapprovisionnement, et du coup je détruis un peu sa strat parce qu'il a accéléré pour rien. Donc je le laisse commencer. Ça se passe hyper mal, parce qu'en plus on est deux decks qui, vu qu'on va se laisser l'initiative naturellement, ben du coup celui qui a l'initiative en priorité va la garder, et c'est quand même assez important en termes de tempo dans la partie. Et donc ce choix un peu tordu, un peu corner, d'essayer d'être next game sur un match-up que je connais pas, il me pète complètement dans les doigts, et bah, mon oppo il a tout le temps l'initiative, il a tout le temps le lead sur la game, il a tout le temps les bonnes réponses, en tout cas les bons payoffs avant moi. Et je me fais vraiment cette game, je me fais détruire. Je vois pas le jour et je me dis oula, wow, le match-up. Déjà que le match-up il a l'air hyper dur. Si en plus je le laisse commencer, c'est une catastrophe. Donc du coup, game 2, je side pas grand chose parce que j'ai à peu près rien à proposer face à son deck quoi. Et je me dis juste on va essayer de bien jouer, et cette fois-ci on va prendre l'initiative. Ça a l'air d'être un bon play. On joue une game un peu clutch où j'arrive à caler des bons Cunning, et ça fait quand même une diff. Il faut savoir que Anvers, il a beau être plus fort sur quasiment tous les aspects, le seul détriment qu'il a face à Anne Jaune, c'est de ne pas avoir ces Cunning-là. Donc si on est capable de résoudre des Cunning sans prendre de Waylay en réponse, par exemple, ou de cartes qui pourraient bouncer mes permanents, bah on est capable de faire un différentiel de points de vie dans la course qui peut clore la partie avant que le late game de Anvers nous détruise. Et donc j'arrive à l'emporter comme ça en la jouant tempo en fait. Je me suis un peu positionné comme un deck aggro contre le deck contrôle, quand bien même Anvers ça tape quand même très fort. Hein. J'ai réussi à gagner celle-là. Game 3, c'est lui qui prend l'initiative, donc je me dis oula, je vais passer un sale moment comme la game 1. Et on joue une game hyper serrée. Je sens que mon oppo, il a plus de bouteilles que moi, qui connaît mieux le match-up, qui joue mieux à Star Wars au global. Donc il va falloir que j'y mette un supplément d'âme, voire avoir un peu de chance pour remporter ce match. Et donc on est dans un scénario où on fait une course, où on est tous les deux
a énormément de dégâts sur la base. Mon adversaire, il a 2 Han Solo sur le board. Un Han Solo légendaire qui tape à 4 et un Han Solo... et ce Han Solo-là qui est hyper puissant parce que c'est un 6-6 embuscade qui prend pas de dégâts, enfin qui a l'initiative quand il tape à un autre personnage. Donc ça veut dire qu'il a réussi à détruire une unité sur mon board tout en ayant ensuite 10 de patates sur mon board qui est quasiment létal. Et je suis dans un spot où, en gros, c'est à moi de jouer dans ce tour partagé. Si jamais je mets une attaque supplémentaire, je pense que je vais perdre la game parce que dans ce cas-là, il va pouvoir prendre l'initiative, récupérer la main et ensuite sur la phase de TFT un peu qui peut arriver sur j'attaque, moi j'attaque, toi t'attaques, moi j'attaque, il va tomber ma base avant que je tombe la sienne. Je suis derrière sur le board, il a plus de patates et je me dis ok, j'ai qu'un seul moyen de gagner cette game, c'est de ne pas taper avec mes personnages là, rentrer moins de dégâts sur sa base, prendre l'initiative pour avoir le loisir de commencer le tour et chatter sur les 2 cartes que je vais piocher un cunning. Ce qui me permettra du coup de pouvoir taper ces 2 personnages qui sont censés venir mettre les dégâts manquants sur ma base, booster un de mes personnages et donc ensuite, par le jeu des attaques successives, finir sa base avant que lui ne finisse la mienne. Mais ça part du principe que je suis derrière sur le board, je ne vais pas rentrer les dégâts sur ce tour-là, je dois prendre l'initiative, le laisser me bourrer et jouer tout ce qu'il veut derrière, et top decker un cunning. C'est un plan de jeu. J'ai pris en compte mes odds, comme on dit, mes chances. Je prends l'initiative, on passe le tour, cunning, et c'est GG. Il faut un peu de chat, c'est comme ça aussi qu'on arrive à aller loin dans un tournoi. Tant mieux pour moi, c'est tombé. J'avoue que c'était pas évident. En plus, c'était pas. J'avais déjà eu un cunning dans la game, donc j'avais forcément une chance de moins de le trouver. Mais ça s'est passé, et donc je pense que je finis avec un dégât, avec un PV restant à ma base, vraiment sur le fil, game hyper clutch. Ce qui fait qu'à l'issue des rondes, je finis premier à 4-0. Il y a un cut ensuite au top 4 et je suis content. Je suis content parce que avec ce hand jaune, là, ça s'est bien passé. Ça me conforte pour potentiellement aller chercher la victoire finale, d'être à 4-0. Et surtout, il y a un truc qui est hyper grisant, c'est de battre un mauvais match-up dont tu sais qu'en plus l'adversaire est plus fort que toi. Tu te dis putain, j'ai réussi à le faire, quoi. Alors cela dit, il faudra probablement le faire 2 fois. Parce que mon adversaire étant en 3-1 et étant à 3-0, forcément, il passe le cut pour le top 4. Hein. Donc je me suis dit, ok, c'est passé une fois, il faudra peut-être le faire une deuxième fois si je veux aller au bout dans le tournoi. Donc là, maintenant, on passe au top 4. Pour le top 4, j'affronte de nouveau une Sabine ECL. Donc qui est pareil, voilà, comme je vous disais, ça c'est le deck qui est à la fois le plus attendu, le plus représenté et qui a le meilleur win rate. Mais il se trouve que en Han jaune, grâce au cunning, nous, on n'a pas un match-up trop horrible contre Sabine, donc ça peut le faire. J'arrive à remporter cette demi-finale 2-0, donc sans trop de complexité, j'ai même pas besoin de jouer une 3e game, je suis hyper content de ça. Je gagne la première game en enchaînant 2 cunning et c'est dévastateur, ça génère beaucoup trop de mathématiques. Dès qu'une course s'engage et que tu fais un différentiel de je te tape 2 unités, je mets plus 4 sur la mienne à cette phase-là, c'est littéralement, ça détruit les parties, quoi. Et donc cette game 1 à double cunning, bon, c'est un peu écœurant même pour mon adversaire, mais il en faut, encore une fois. Gagner un tournoi, c'est un mix de plein de facteurs un peu aléatoires. Choisir le bon deck, avoir fait les bons échantillons de game, être préparé, et avoir un petit peu de chance aussi, à la fois au pairing et à la fois sur le dessus de ton deck. Cela dit, il faut quand même capitaliser sur cette chance et jouer convenablement. Mais là, effectivement, j'ai eu un peu de chance. Et là, game 2, j'ai pas besoin de cunning, mais ça se passe quand même bien. On fait la course avec mon oppo. Je sais plus ce qui se passe. J'ai pas de souvenir clair de la partie, mais juste ça se passe bien et ça me permet d'aller en finale. Et en finale, donc du coup, l'autre demi-finale, c'était donc contre un autre joueur de Sabine, donc qui est David, la personne avec qui je fais des entraînements le jeudi soir et qui me partage pas mal de son expérience sur Star Wars. Je sais qu'il est très fort, c'est le meilleur joueur de Sabine de la salle. Je ne l'ai pas affronté dans les rondes, donc peut-être que je peux le retrouver en finale, mais il affronte le joueur de Han Solo vert que j'ai battu en 4e ronde et qui est très fort. Et qui, dans les rondes, eux se sont déjà affrontés. Le Han Solo vert lui a mis 2-0. Donc du coup, il part un peu confiant dans le match-up en mode « Ok, j'étais déjà 2-Z dans les rondes, peut-être que
peut-être que je peux te 2Z aussi en demi-finale. Et finalement, cette autre demi-finale, elle se passe dans le sens inverse. C'est David qui gagne 2-0 avec Sabine, ce qui fait que je vais devoir encore réaffronter euh, David en finale, parce que c'était le cas sur le dernier tournoi. Enfin, c'était pas vraiment la finale. La dernière fois, il n'y avait pas de top, c'était juste la dernière ronde après. Enfin, juste la, oui, c'est ça, la dernière ronde tout court. Et j'aurais pas à affronter, ça c'est un truc qui me va un peu, j'aurais pas à réaffronter ce Anver dont je sais que le match-up est plus compliqué que d'affronter Sabine. Et donc là, la finale commence. Je crois que je perds la première game sans voir de Koenig. Et quand tu vois pas de Koenig, la- le potentiel de frappe et le niveau de jeu en plus de mon adversaire sur Sabine qui est vraiment bon, qui prend les bons trades au bon moment et qui a les bonnes cartes clés dans le match-up. Il y a des cartes qui sont très très fortes, notamment, je sais plus comment elle s'appelle cette carte, assaut tactique. Ça permet pour un d'attaquer avec deux créatures, deux personnages rebelles sur le board en leur donnant plus un d'attaque. Donc généralement, ça fait pour un plus 8 dans ta base. Et comme j'ai attaqué avec deux personnages d'un coup, bah, j'invalide un petit peu ton Koenig. Et ça, c'est des cartes qui me détruisent un peu dans le match-up. Donc, je trouve pas de Koenig et mon oppo a ces bonnes cartes clés-là, tout en faisant aucune erreur, hein. Donc, il remporte la première assez facilement. La game 2, je la prends en abandonnant le spatial. Je sais qu'un des meilleurs patterns de plan de jeu contre, contre Sabine, c'est souvent de faire Faucon Millennium historiquement, parce que Sabine, c'est un jeu d'unité terrestre. Et si tu es capable de développer Faucon Tour 1, eh bien dans ce cas-là, tu vas pouvoir quasiment tous les tours rentrer 3 dégâts gratuitement. Et donc au cumulé sur 5-6 tours, bah, c'est 18 dégâts gratuits sur une base. Et donc ça fait souvent gagner la partie. Sauf que les Sabines sont au courant de ça. En plus, les Sabines qui jouent en local et dont ils savent qu'ils vont rencontrer des Han sont obligés de se prémunir un peu du côté spatial des Faucons Millennium. Et donc, il y a beaucoup de. Je sais que le deck de mon adversaire a beaucoup de réponses spéciales, spécifiques à Faucon Millennium, que ça soit avec la masterpiece de je sais plus comment il s'appelle ce vaisseau, Masterpiece de Sabine. C'est un vaisseau qui te permet d'embuscade directement et de se buffer en fonction des autres unités que tu as. Et donc, il peut venir aller trade favorablement à un Faucon Millennium. Ou alors avec des cartes qui sont 4 en embuscade pour 3 et qui, pareil, viennent se cracher dans Faucon Millennium pour, entre guillemets, enlever cet avantage spatial que tu étais censé avoir. Et du coup, je prends le parti de ne plus m'attarder sur le spatial pour dodger les réponses spécifiques que mon adversaire peut avoir après side face à ce faucon et capitaliser plutôt sur un bon board présence en terrestre, tout en essayant de caler des Koenig de qualité. Et ça se passe très bien en game 2 avec ce plan-là. Juste Koenig avec un bon terrestre, ça se passe bien. Et game 3, du coup c'est mon oppo qui a l'initiative cette fois-ci. Je commence pas par faucon parce que j'en ai pas la possibilité. La game est un peu serrée. Je suis pas sûr d'arriver à lui faire craquer sa base, son ECL en early game, ce qui est quand même assez satisfaisant. Ça veut dire que tu ne te prendras pas une grosse unité embuscade plus tard, encore moins si c'est un vrai cœur. Par contre, je vois aucun Koenig dans cette troisième game. Et je pense encore une fois que le match-up Sabine, il est quand même hyper dépendant de à la fois la présence de ton Koenig et le timing du Koenig que tu utilises. Donc si tu les vois pas ou que tu mets un mauvais timing, bah, c'est l'opportunité pour Sabine d'invalider un match-up qui est légèrement défavorable. Et comme David ne fait aucune erreur, si je lui laisse la possibilité de jouer une game sans Koenig, eh bien forcément c'est lui qui l'emporte à la fin. Et donc je perds cette finale contre David et sa Sabine sur un score de 1-2. Ce qui fait que sur mon premier Store Showdown de Star Wars Unlimited, eh bien, je me retrouve à faire finaliste, ce qui est plutôt une bonne chose. Je suis quand même déçu de ne pas avoir gagné, de ne pas avoir remporté la finale. Ça m'aurait plu de pouvoir remporter mon premier Store Showdown. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Toutes les games que j'ai à jouer de Star Wars sont hyper cool, hyper amusantes. Les choix que propose Han Solo sont tellement divers et variés de est-ce que j'accélère maintenant, est-ce que j'accélère pas, est-ce que je dois trade, est-ce que je dois faire la course, quels sont mes timings de prise d'initiative, comment est-ce que je dois résoudre mon Koenig le plus favorablement possible. Toutes les mathématiques et le gameplay interne à la méta de Star Wars actuellement m'amusent énormément. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Et donc, je suis content de mes petites performances. Ça reste du local, même si le Store Showdown, c'est un peu plus compétitif qu'un tournoi local. Je suis content des petits résultats et des petites performances que j'arrive à faire sur Star Wars. Ça me donne presque envie
d'aller tester un Planetary Qualifier. Je sais qu'il n'y en a pas trop loin de chez moi dans la zone sud, enfin, dans la zone sud de du sud de la France. Je sais que les joueurs avec qui je joue en local sur Toulon se déplacent pour ce type d'événement-là. Donc peut-être que si je suis disponible, j'irai faire un Planetary Qualifier pardon, sur Star Wars parce que ça me déplaît pas du tout de compétitir sur le jeu, quoi. Après, tu as perdu contre ton partenaire de jeu, donc c'est faire. Oui, oui, puis il mérite. C'est quelqu'un qui joue mieux que moi et qui, en plus de ça, bah, m'a partagé beaucoup de son expérience sur le jeu. Donc forcément, comment dire, il y a une espèce de logique qui est respectée. Mais cela dit, je suis à un cunning près d'aller la prendre quand même. Hein, tu vois, genre, ça aurait pas été volé que je gagne cet affrontement-là. Tu vois, je commence à être assez à l'aise sur Han Solo, à le jouer assez convenablement pour prétendre à le battre et à gagner le tournoi, quoi. Donc GG à lui, c'est tout à fait mérité, mais ça se joue à pas grand-chose. Du coup, en faisant finaliste du Store Showdown, je remporte eh bien, les fameuses cartes que tout le monde veut remporter, évidemment, c'est-à-dire le Devastator du top 8, Devastator qui est la meilleure légendaire du set, mais cette fois-ci en version skin Showdown, le Devastator du top 4, donc ici estampillé top 4, et le Devastator finaliste, qui est ici. Alors moi j'avais acheté mes 3 Devastators déjà, donc bah, je les ai achetés pour rien. Si j'avais su qu'ils étaient à gagner au Showdown, j'aurais peut-être d'abord essayé de les gagner au Showdown avant de les acheter, mais bon, c'est pas très très grave, je revendrai peut-être ceux-là ou les autres, je sais pas. C'est sympa aussi de les avoir comme ça, à voir. Et par contre, je n'ai pas le 4e Devastator avec marqué champion parce que bah, je ne suis pas un champion. Je me suis malheureusement incliné en finale. Donc c'était un bon tournoi, c'était un tournoi très cool. Je continue à prendre du plaisir à jouer Han Solo. Je pense que pour en tout cas cette méta du chapitre 4, je suis assez à l'aise sur Han Solo jaune. Même quand mon match-up est négatif, j'entrevois des possibilités de m'en sortir, que ce soit contre des build control ou même contre Han Solo vert. Je trouve que les réponses que l'on a face à Sabine, qui a un très bon deck du format, bah, ça vaut le coup de rester sur double jaune. Donc je ne me vois pas forcément changer de deck, tant que ça sera légal de jouer Han Solo. La perte de DJ, moi perso, ça m'a pas trop impacté. Et je pense que si je dois faire un Planetary Qualifier prochainement, je pense que je vais continuer à jouer Han Solo double jaune. Le deck me plaît assez et est assez convenable compétitivement pour ne pas avoir besoin de switcher, quoi. Voilà, j'ai essayé de vous débriefer ça avec les souvenirs que j'en ai, hein, forcément sans prise de notes et avec une semaine de décalage. J'ai beaucoup moins d'anecdotes in-game, sauf celles qui m'ont marqué spécifiquement. Je pense notamment à cette fameuse anecdote qui me permet de remporter la 4e ronde contre le Han Solo vert. Mais sinon, ça reste toujours un peu plus flou pour moi. L'idée, c'est toujours de vous embarquer dans mon aventure de petites compétitions sur les différents TCG. Je vais faire des tournois à One Piece aussi prochainement, que je continuerai à vous débriefer sur la chaîne. C'est des formats qui plaisent plutôt bien, dont vous me faites de bons retours en commentaire. Donc voilà, je suis très content que ça vous plaise. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir sur Star Wars et j'ai hâte de la sortie du set numéro 5 pour vous faire des petites updates, partir sur un nouveau deck, continuer à faire quelques tournois et à vous les débriefer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube. Merci à tous d'être présents en live pour ceux qui sont présents ce matin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire. Vous connaissez, il y a le bon d'achat à gagner de 80 € en plus. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la bonne magie. Ciao tout le monde!